Chers compatriotes d'Algérie, là où vous êtes, Azul Flaoun, mes salutations respectueuses et fraternelles à partir du Canada. Je m'excuse, je dois commencer par m'adresser à un journaliste français, en la personne de monsieur Yves Tréhard. Yves Tréhard, je vous remercie énormément pour votre réponse extrêmement rapide à mes deux questions. Je vous informe qu'elles seront mises à la fin de cette intervention sous forme d'image écran. En vous disant une autre fois merci pour votre réponse. Je vous dis aussi, je vous précise que je m'interdis de commenter votre réponse, que l'interview que vous a accordée Abdelmajid Tebboune sera centrale dans la suite de mes mots. J'ai obtenu l'interview, une copie de l'interview de Abdelmajid Tebboune à partir de Paris. Si j'avais souhaité et même agi pour l'obtenir et n'en parler qu'aujourd'hui, c'est pour deux raisons principales. La première raison, c'est qu'une information concernant l'Algérie et l'OTAN a circulé sur le web après cette intervention publiée par votre journal. La deuxième raison, c'est qu'à partir depuis le 10 janvier, depuis que j'ai dit des mots à la mémoire de Hussein Ahmed, que certains événements se sont produits en Algérie. Donc il fallait décaler un regard serein sur l'interview que vous avez publiée par votre journal. Cette interview publiée par votre journal me permet de mettre à jour, d'actualiser certaines de mes informations qui remontent à 2015. Voilà. Maintenant, à mes compatriotes algériens, là où vous êtes, le 1er janvier 2023 est passé, le 1er janvier 1973 vient de s'écouler, à peine, s'est écoulé. Dois-je passer outre passer par-dessus la naissance de ces deux nouvelles années, serait probablement, si je le faisais, serait probablement dépassé, décalé de ma part. Dois-je vous souhaiter de très bonnes années 2023 et 1973? Je préfère plutôt vous supplier de demeurer pacifique, de résister dans la dignité, parce que ces 2 années seront extrêmement, cette même année, en termes de rang calendaire,
différentes seront extrêmement difficiles à supporter. Pourquoi? Parce que Emmanuel Macron et les États-Unis d'Amérique ont décidé de solder leurs comptes, de régler leurs comptes en Algérie. En d'autres termes, le risque d'embrasement est là. Je reprendrai la loi des finances 2023 en rapide. Et je vous dis que serré par le temps, c'est avec des notes de ce type que je vais travailler, que je dirai mes mots. Même si notre pays, notre chère patrie est dans un enfer, je dois garder ma lucidité. Je dois faire de mon mieux pour incruster, pour supplier les Algériens d'être solidaires avec les soldats patriotes de l'armée. Je dois continuer à vous supplier de demeurer pacifique. Emmanuel Macron a décidé de ravager l'Algérie et il a réussi. À partir de cet instant, Emmanuel Macron, je vous déclare la guerre. À partir de cet instant, Emmanuel Macron, je vous déclare la guerre. Même si c'est un pot de terre contre un pot de fer, je vous la ferai cette guerre. Voilà. Chers compatriotes d'Algérie, chers compatriotes, chers frères et sœurs algériens, là où vous êtes, je préfère concentrer avec ce qu'a subi la révolution algérienne comme insulte par l'actuel occupant de la conciergerie de Macron, la présidence de la République, conciergerie de Macron, par les généraux de l'état-major, après avoir subi l'infamie la plus vile à notre révolution, je préfère concentrer cette infamie dans une narration d'événements dans laquelle j'inclurai Ihsan. En disant Ihsan, je parle d'Ihsan al-Qadhi. L'incarcération par un groupe, je dis bien un groupe de généraux qui s'opposent à au moins 2 autres groupes de généraux algériens. Doit servir la libération de tous les détenus politiques algériens. En parlant de tous les détenus politiques algériens portés par le nom d'Ihsan al-Qadhi, je dois y aller dès à présent avec ce cas. Et je reviendrai sur
suite cette narration d'événements autour de la révolution algérienne. Les Algériens doivent avoir la lucidité de se rappeler des événements récents. Donc, il y a eu l'examen périodique universel de l'Algérie par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Il a été dit ce qui a été dit. Les États-Unis d'Amérique ont fait une déclaration sur uniquement les libertés religieuses en Algérie. Et maintenant, tout ce que je dirai, vous pouvez le trouver dans mes anciennes interventions de ce type, ou bien dans mes papiers signés, les papiers que j'ai signés pour le Centre de recherche sur la mondialisation à Ottawa, Canada. Donc, il y a eu une déclaration américaine sur la liberté religieuse en Algérie. J'ai réagi en envoyant le message à Anthony Blinken. Il lui ai dit, il ne faudrait pas regarder les droits de l'homme en Algérie uniquement du coin de l'œil. By the corner of your eyes. Des libertés religieuses. Les Algériens ont besoin de toutes les libertés. Voilà, ça c'est un élément. C'est un élément très important. Et là, maintenant, les Américains ont remis une couche avec le cas d'Ihsan al-Khadri. Les Américains sont dans une stratégie, à proprement parler, pour nous, hein, pour moi, du moins, hypocrite. Ils sont dans une stratégie politique du tonnerre qui va embraser l'Algérie avec les actions d'Emmanuel Macron. Ça, c'est tout. Emmanuel Macron est parti aux États-Unis d'Amérique visiter d'État. Voilà. Récemment, Emmanuel Macron a dit qu'il ne demanderait pas pardon pour la révolution, alors que moi, il y a longtemps que j'ai suggéré un Nuremberg, un procès type Nuremberg de la France. Et il a ajouté que la France n'est pas le pays qui expulse des personnes menacées. Plus hypocrite que ça, difficile d'en trouver, mais puisque Emmanuel Macron a dit ces mots, cela veut dire qu'il vise quelque chose d'autre. C'est une réponse aux Américains, elle n'a rien à voir avec les Algériens. Maintenant, pourquoi Emmanuel Macron a répondu aux Américains, mais en faisant de l'Algérie un brasier? Parmi les problèmes des États-Unis d'Amérique, il y en a un paquet. La Chine, l'Allemagne, pas la France. La France n'a jamais été un problème pour les États-Unis d'Amérique. Parce que c'est un pays faible qui a eu la chance de se retrouver membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, parmi les problèmes des États-Unis d'Amérique, il y a la Chine, il y a l'Allemagne en Europe, il y a la Russie bien sûr, il y a la Russie, il y a un petit peu la Corée du Nord. Là. Il y a un problème qui s'appelle Emmanuel Macron. Un problème qui s'appelle Emmanuel Macron. Ni plus, ni moins. La personne d'Emmanuel Macron en tant que président de la France est un sérieux problème pour les Américains. Ça. Emmanuel Macron a eu la chance d'avoir été raté par
Steve Bannon. Steve Bannon, c'est lui qui a fabriqué le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Non, je ne suis pas dans la situation d'embrasement qu'a été mise l'Algérie. J'ai tout à perdre. Si je commençais à faire dans la nuance politique et dans la nuance diplomatique. Steve, durant la période électorale française, l'élection présidentielle, la dernière élection présidentielle française, Steve Bannon était en prison aux États-Unis pour des motifs liés à ce qui s'est passé aux États-Unis. Il était prévu que Steve Bannon se rende en France pour appuyer Marine Le Pen pour qu'elle devienne la présidente de la France. Voilà. Ça, ce sont des éléments. Bien sûr, il m'est impossible d'aller dans tous les détails. Bon, il y a un autre problème, encore plus important. L'accord de Berlin de 1885 est remis sur la table par les États-Unis d'Amérique. La France occupe une très grande partie de l'Afrique. Ça, c'est un aspect qui entre dans la guerre que je viens de déclarer à Emmanuel Macron, que j'aborderai dans le futur. La France occupe une trop grande partie de l'Afrique avec le franc CFA. Elle pille les ressources naturelles des Africains et elle les tue avec une monnaie, le franc CFA. Les États-Unis d'Amérique ont décidé de réduire sa présence en Afrique. La présence de la France en Afrique doit être réduite par les Américains. Pour cela, le Zimbabwe n'est pas une colonie française. Mais les États-Unis d'Amérique ont dollarisé l'économie zimbabwéenne. Ça, c'est la première. Le Cameroun, ça, c'est une intervention dont j'ai parlé. Du moins, c'est un cas dont j'ai parlé presque dans le détail. Il suffit de remonter dans les différentes interventions que j'ai faites. Le Cameroun, qui utilise le franc CFA, est en voie de partition. Les anglophones et les francophones. Ça, c'est appuyé par les Américains. Ensuite, il y a eu tous les massacres qui ont été faits par Emmanuel Macron en Afrique. La série de coups d'État, Tchad, en modifiant la Constitution, en contrôlant l'opposition, etc., et en installant le fils du président assassiné comme président, en étranglant le Mali et le Niger. Pour ces trois pays, je reviendrai dans un détail un peu plus consistant. Après les échecs d'Emmanuel Macron, qui se sont soldés par l'évacuation, par le départ des forces Barkhane et Takuba, il a imposé sa visite d'État à l'Algérie. Je dis bien, Emmanuel Macron a imposé sa visite d'État aux actuels généraux de l'état-major et à l'occupant de Moradia. Ainsi, en matant l'Algérie, les autres colonies en cours de la France qui nous entourent, je pense au Tchad surtout, au Mali et au Niger, vont se calmer. Il faut se rappeler
que c'est la France qui a ravagé la Libye. Même si les États-Unis d'Amérique ont mis leur grain de sel dedans. Qu'actuellement, la Libye est en partition. Bref, j'arrête là. Sur le cas. Tenant, j'ai dit que je ferai une narration d'événements pour concentrer tout ce que subit l'Algérie actuellement à travers une personne qui, pour moi, est devenue un modèle. Une personne d'une humilité extraordinaire, d'une modestie extraordinaire et anonyme, très peu connu, du moins très peu connu, inconnu des Algériens. Avant de parler de cet homme, il s'agit d'un homme. Une élection présidentielle. Emmanuel Macron a imposé une élection présidentielle en Algérie. Je pense qu'elle aura lieu d'ici la fin de l'été, début septembre. Alors, ce n'est pas le terme. Je reviendrai sur cette élection présidentielle imposée par Macron. Et je le dis bien, je le répète, imposée par Macron. Là. Donc, avant de parler de cette élection présidentielle, de la loi des finances, et de l'interview faite par le journaliste du Figaro, Yves Tréhard. À toi, mon ange, mon diamant, ma princesse, ma jarre. Je pense sérieusement à me présenter à l'élection présidentielle qui se produira vers la fin de l'été, début automne prochain, 2023. Je pense sérieusement, du moins, je commence à réfléchir sérieusement à cette éventualité. Pour cela, il y a des conditions politiques nationales et internationales qui doivent se réaliser. Mais plus que ces conditions nationales et internationales qui doivent se réaliser, la condition sine qua non, c'est toi. Parce que je préfère vivre en paix à côté de toi que d'être président de la République sans toi, ou bien sans faire de campagne électorale sans toi. En te disant ces mots, mon ange, je suis conscient de leur dangerosité. Tu risques d'être assassiné. Parce que c'est clair. En te disant ces mots, tu risques d'être assassiné. Suis-je suffisamment déraisonné pour te faire courir ce risque? Non. Je suis très, très, très raisonnable. En te faisant courir ce risque. Parce que à ma patrie, à l'Algérie, je n'offrirai que mon patriotisme, rien d'autre. Et mon patriotisme sera appuyé par le peu d'aspects que je maîtrise en développement, en anthropologie, en relations internationales et en équilibre. C'est tout ce que je peux lui offrir à ma patrie. Mais à toi, c'est ma vie que j'offre. Voilà. J'ai dit que je travaillerai sur
sur ces notes, et je m'excuse, j'ai dit que je ferai un concentré, une narration d'événements autour d'un homme modeste, humble, inconnu des Algériens, qui sera un peu longue, un peu longue. J'essaie d'être très concret, très concret. Il y a quelques années de cela, 2007, 2008, la mémoire précise des années me fait défaut. 2007-2008. Je suis parti à Biskra, en Algérie, pour présenter mes condoléances aux journalistes Yassine Temlali et Tarq Temlali de Jazeera. Aux frères. Yassine et Tarq Temlali sont frères. Sont des frères. Leur père est décédé. Je suis parti à Biskra pour présenter mes condoléances, pour leur présenter mes condoléances et assister à l'enterrement de leur père. Leur père a été enterré à Sidi Oukba, dans la banlieue de Biskra. C'est pour la première fois de ma vie que je mettais les pieds à Sidi Oukba. Sidi Oukba, c'est quoi? C'est le nom de Oukba ibn Nafa, qui a eu accrochage, selon l'histoire, avec Kousseila, réputé Amazir, avec Kahina, réputé Amazir. Des versions de l'histoire diffèrent, même si je n'ai pas sous la main la narration d'Ibn Khaldoun. Personnellement, je pencherai vers la narration d'Ibn Khaldoun. Donc, pour assister, pour compatir à la douleur de Yassine et Tarq Temlali, après le décès de leur père, qui a été enterré sur une terre amazigh. Voilà, d'accord. Avec qui je suis parti maintenant? Je suis parti, entre autres, dans le groupe de personnes, il y avait Ihsan El-Qadri. D'accord. Au retour de Biskra, en cours de route, j'apprends que Msaoud Kchot, a perdu son fils qui s'appelait Mohamed. Msaoud Kchot est le dernier survivant du groupe de choc de Ali Khouja durant la guerre de libération nationale. Grâce au fils de Msaoud Kchot, Ali Kchot, qui est passé de stade de collègue de travail à ami à intime. Je rentrais librement chez Msaoud Kchot, dans la maison de Msaoud Kchot, qui se trouve à Inaja, côté Bir Hadem. Ali, la première fois, m'a présenté, voilà, Sherif, etc., ceci, cela. Et il travaille avec Oulid, je dis bien Oulid el-Bachir, fils d'El-Bachir. Il s'agit de Bachir el-Qadi, le père d'Ihsan el-Qadi. Voilà. Le temps faisant, je partais assez régulièrement chez Amim Saoud. Avec Amim Saoud, modeste. Je ne dis
Je dis qu'il est le dernier survivant du groupe de l'Ekouja, mais je ne dirai absolument rien sur sa carrière professionnelle, comment il l'a faite, où est-ce qu'il l'a faite, etc. Ça, les journalistes peuvent aller le voir. Le temps faisant, malgré son humilité, malgré sa modestie, Amim Saoud m'impressionnait. Il y avait une certaine crainte, jamais de peur, une crainte de dire un mot qui lui déplairait. Génération différente, nous sommes de générations différentes. De dire un mot qui le blesserait. C'était dur, c'était insupportable pour moi, ces deux. Donc je limitais mes mots, je faisais très attention à ce que je disais avec lui, mais la relation s'est décontractée. J'étais beaucoup plus à l'aise avec son épouse que j'appelle ma. Le temps faisant, Amim Saoud commençait à me parler de certains événements durant la guerre de libération nationale, après la guerre de libération nationale, durant les années 90, ce qui s'est passé en Algérie, à Alger. Amim Saoud Kchout est natif de la région de l'Akhbaria, Palestro, les natifs de la région, même s'il vit à Alger. Chemin faisant, le temps faisant, Amim Saoud me parlait. À un certain moment, une fois, j'étais chez lui. On discutait. Il recevait un homme. Un homme lui a rendu visite. J'étais à la maison. Amim Saoud a fait les présentations. Il m'a présenté à cet homme. Il a vu que cet homme, dont j'ai oublié l'identité, était révolutionnaire comme Amim Saoud Kchout. Il a servi l'État algérien post-indépendance. Ou dans quelle administration, je l'ignore. Après l'indépendance toujours, cet homme a servi dans la diplomatie algérienne, la diplomatie internationale, la diplomatie algérienne. Certaines périodes de sa vie, c'était en Allemagne. Ça, je me souviens de l'Allemagne. J'ai discuté un tout petit peu avec cet homme. Tout petit peu sur des banalités. Mais Amim Saoud m'a dit Ahdar, Amim Saoud, Ahdar ou ma tkhafsh rak fi dari. Ahdar, c'est comme ça, je dis bien. Amim Saoud m'a dit Ahdar, ma tkhafsh rak fi dari, rak ki wlidi. Cet homme, donc cet homme a vécu, malgré ses assurances de la part d'Amim Saoud, je me suis retenu, je me suis abstenu. Donc autour, du moins, chaque fois que je partais chez Amim Saoud, il y avait, disons, une jeune femme qui s'appelle Cyrine, qui nous préparait du café, des gâteaux, de temps en temps un petit plat à manger comme ça rapide, un petit plat, donc j'étais à l'aise. Donc, Amim Saoud, important, Amim Saoud, la sagesse incarnée, l'humilité, la modestie. Il a perdu son fils Mohamed à l'étranger. Il était jeune. Son fils était relativement jeune quand il l'avait perdu. Donc, bien sûr que je suis passé le lendemain en retour de Biskra, je lui ai présenté mes condoléances. J'ai été, voilà, Amim Saoud. Le fils de Amim Saoud, Mohamed,
paix à son âme, avait une fiancée étrangère. Une fiancée, disons, une amie étrangère. Amim Saoud, bon, pour nous, c'est une fiancée. C'est-à-dire, c'était ensemble sans être mariés. Quelques mois après, Amim Saoud a reçu cette fille étrangère chez lui, à Berkhadem. Je sais qu'il la considère comme sa belle-fille, comme l'épouse de son fils. Ça, en vous parlant de cet homme, parce qu'il me manque. Ça fait longtemps depuis que je ne l'ai pas vu. Il me manque. C'est pour montrer à travers le parcours d'un homme humble, modeste, toute la vie, toutes les formes de vie que nous pouvons avoir, faire la révolution, être un pont, un lien supplémentaire avec un ami, Hassan El-Khadi, qui est en prison, avec son père, le père d'Hassan El-Khadi, qui est Bachir El-Khadi, un ancien révolutionnaire, un révolutionnaire, pas un ancien révolutionnaire, c'est un révolutionnaire. Et trouver l'expatriation. L'expatriation, son fils est parti à l'étranger. Et il est revenu mort. À cause de ce que vit l'Algérie. Voilà. Pour Amim Saoud Kchot. Amim Saoud, j'ai des informations ici. Pour toi, il y a une information que je cache. Pour toi, Amim Saoud. Ça fait 2 jours depuis que je réfléchis. Est-ce que je dois mettre l'information que je cachais avec mon... Est-ce que je dois parler de cette information? L'information que je cachais avec mon doigt. Pour toi, Amim Saoud, ça fait 2 jours depuis que je pense, que je réfléchis. Est-ce que je dois la dire? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Comment elle sera interprétée, etc. Qu'en résulterait-il? Résulterait-il de cette information si j'en parlais? Donc, Amim Saoud, l'ouijek Amim Saoud. نخبيها وما نهضرش عليها. Donc, je fais ça. Je vous dis que c'est brouillant, c'est difficile. Difficile. Je reviens vers la loi des finances, la loi des finances 2023 dans un premier élément. Élément 2023. À la page 41 de la loi des finances. Numéro de compte, c'est le seul exemple. J'en ai parlé, mais après je vais le reprendre dans le détail. Du moins, je vais le reprendre dans le détail, je vais chercher. Le compte 303 508 00 /002. Bon, avance au Trésor français, convention du 8 août 1974, ce compte retrace les avances consenties au Trésor français en l'application de la convention, etc., etc., etc. Je n'ai pas le temps pour tout lire là. Loi des finances, vous prenez, vous lisez. Bon. De quelle avance? Ça, c'est au moins convention de 1974, il y a quelque chose, il y a de l'argent qui part en France. D'accord? Ça, c'est le plus. Ça. Maintenant, je prends la liste. J'inclus. C'est une liste.
il y en a d'autres. Hein. C'est peu là ce que j'ai fait. Le rapport Algérie-France et l'écrasement d'Emmanuel Macron de l'Algérie, qui a fait de la présidence sa conciergerie et des généraux algériens, ses soldats. C'est Jounoud, puisqu'il refuse de s'exprimer sur l'article 6 de l'OTAN. Question non soulevée dans l'interview du Figaro réalisée par Yves Tréhard. Lors de la réélection d'Emmanuel Macron en France, des Algériens occupant un rang officiel ont dit qu'ils éviteront d'appeler à des actions contre Emmanuel Macron, action politique, hein, c'est-à-dire à l'abstention ou à voter contre Emmanuel Macron de l'électorat français d'origine algérienne. Alors que lui, il ne rate aucune occasion pour avilir l'Algérie. En Algérie, on a parlé d'un TGV. Le seul TGV, c'est un TGV, c'est le TGV français. Maintenant, j'ajoute à la lecture de l'interview publiée par le Figaro, j'ajoute les avions Rafale d'assaut. J'ajoute les avions Rafale d'assaut. Okay. J'ajoute le projet lié à l'eau. La France est présente. J'ajoute le pire, le crime le plus abject et le plus con, parce qu'il est facile à éviter. Le marché des voitures d'occasion, de tout ce qui est Honda française. D'accord? Donc, le TGV, l'aviation d'assaut, les avions de chasse d'assaut, les sous-marins nucléaires. Je signe et je persiste. Ok. Je dis, dans la loi des finances 2023, il a été focalisé sur l'augmentation faramineuse du budget de la défense nationale. Il n'en est rien. Voici le budget de la... Voici les évolutions de 2020, loi des finances 2020, 2021, 2022, 2023. Pour la loi des finances 2022, j'ai publié une analyse détaillée avec des précisions par le Centre de recherche sur la mondialisation. Donc ça, ce sont les lois des finances 2021, 2022, 2023. En gris, c'est 2023. Voici la variation des dépenses de 2020 sur les 3 années pour la présidence, le premier ministère, la défense nationale, l'intérieur, l'autorité des élections et la justice. Bien sûr, j'ai caché cette information. Donc, c'est la présidence et le premier ministère qui ont connu les augmentations, les variations plutôt, les augmentations relatives de budget les plus importantes que la défense nationale. Donc, l'élection présidentielle pointe vers l'été, fin de l'été, anticipé, hein, vers la fin de l'été, début automne. Maintenant,
Ça, c'est pour l'élément loi des finances. Okay? J'ai dit la disposition, l'article, le compte, etc. Et j'ai dit le compte de les dépenses, les variations. Maintenant, je vais les dire en chiffres. Au taux de change du dollar américain d'hier, au taux de change du taux de change d'hier, dollar dinar, hein, qui est de 136,47 dollars US. C'est sur le marché international. C'est un taux des marchés internationaux que j'ai récupéré. OK? 136,1 dollars US égale 136,47. La présidence de la République a eu en 2021 l'équivalent de 67,8 millions de dollars. En 2022, elle a eu 111,3 millions de dollars. En 2023, 648 millions 71 268 dollars. Voilà. Si nous considérons, d'un point de vue statistique, si l'espérance de vie à la naissance des Algériens est de 78 ans, la vie d'un Algérien, celui qui occupe le Mouradia, va nous coûter environ 1 million de dollars jour. Okay? S'il passe 3 années additionnelles à Al-Mouradia, va nous coûter 1 million de dollars. Présidence, conciergerie d'Emmanuel Macron, qui a un budget de 648 millions de dollars, avec tous les avantages en nature qu'il y a, pendant que les Algériens crèvent, meurent, faute de médicaments, faute d'équipements fonctionnels dans les hôpitaux, faute de chauffage dans les écoles des enfants abandonnés, dans les régions éloignées d'Alger. Maintenant, même Alger. Bon. La variation des dépenses, je suis plus à l'aise avec les taux et le dollar US qu'avec les dinars. La variation de 2023 sur 2021 pour la présidence est de 863,35%. 863,35%. La variation de la défense nationale est de 102,11%. La variation de la dotation budgétaire 2023 et 2021 pour le premier ministère de 176,24. L'augmentation de celle de l'intérieur, la variation, est de 84,01%. Quoi? Dans ma dernière intervention sur la loi des finances, les trois gouverneurs du Gourbik à la Banque d'Algérie, ministère des Finances et celui de Saadane là, sont restés muets. Alors que sur les réserves de change, sur la politique monétaire, ils sont montés sur tous leurs chevaux. Bon, on vient maintenant à d'autres éléments.
extrait de l'interview d'Yves Tréhard. Je lis ce qu'on appelle l'exergue. Ici. J'ai une autre copie, bien sûr. Elle est là. Celle-ci, c'est une copie en noir et blanc. Okay? Ce que dit l'exergue. La France doit se... dans cette interview, hein, c'est ça que je lis. Hein. La France doit se libérer de son complexe de colonisateur et l'Algérie de son complexe de colonisé. La France doit se libérer de son complexe de colonisateur et l'Algérie de son complexe de colonisé. Emmanuel Macron a reconquis l'Algérie. Il vous donne des ordres. Et l'Algérie de son complexe de colonisé. L'Algérie n'a aucun complexe de colonisé. Ce sont les Algériens patriotes, je dis bien, ce sont les Algériens patriotes qui respectent les révolutionnaires qui les ont libérés, qui sont redevenus, qui n'ont jamais cessé d'être décolonisés à cause de vous. À la question, vous représenterez-vous dans 2 ans? Vous comprendrez que je réserve ma décision aux Algériens. L'élection présidentielle aura lieu fin été, début septembre, début automne prochain, là. C'est la meilleure, maintenant. Monsieur Yves Tréhard, je m'interdis de commenter votre réponse. Mais je lis ce qu'il y a ici. En 2019, le peuple algérien, c'est la question, le peuple algérien est sorti dans les rues pour réclamer du changement. Ce mouvement appelé Hirak, le Hirak, a été interrompu par la crise sanitaire. 3 ans après, qu'en est-il? Les Algériens ont fait preuve à cette occasion d'une grande maturité. Ok? Ils réclament pacifiquement du changement et ne voulaient pas que l'entourage du président Bouteflika, paix à son âme, leur impose quoi que ce soit. Dans ces circonstances, l'armée a été d'une grande sagesse et a bien géré la situation. La France disait qu'il fallait instaurer une période de transition, mais le peuple algérien, lui, voulait des élections. Est-il possible de commenter ça? L'armée a été d'une grande sagesse et a bien géré la situation. Elle a bien géré la situation en imposant un état-major, en se dotant d'un état-major complètement déglingué, en imposant un occupant almoradien. La France disait qu'il fallait instaurer une période de transition. Mais le peuple algérien, lui, voulait d'une élection. D'une certaine façon, mon élection a marqué en décembre 2019, puisque le mandat présidentiel en Algérie est de 5 ans. Donc, décembre 2019, donc décembre 2020, 21, 22, 23, 24. C'est en décembre 2024 que devrait se produire l'élection présidentielle, une nouvelle. Le début du changement, en décembre 2020, le début du changement que j'avais moi-même demandé 2 ans plus tôt.
Euh, Dois-je cauchemarder, halluciner en lisant ces mots? La France disait qu'il fallait une période de transition. Donc, la France était toujours là. Mais maintenant, puisque la destitution qui a été ravageuse, qui a ravagé l'Algérie, la preuve on est là, la preuve, et ce que nous vivons, a été loin d'être sage. Je pose sur ça. Sur, vous vous entendez bien avec le président Macron? Avez-vous avec lui une relation avez-vous avec une relation suivie avec lui? Oui, nous avons une certaine complicité. Je vois en lui l'incarnation d'une nouvelle génération qui peut sauver les relations entre nos deux pays. Bon, j'arrête là, hein. C'est pas possible. Hein. Complicité? Peut être complice avec qui il veut. Emmanuel Macron, je vous le répète, à partir de ce moment-là, je vous déclare la guerre. Et c'est une adversité qui sera acharnée. Il n'y a pas de complicité entre vous et moi. Peu de complicité. Il y a une adversité que je porterai au summum, tout en suppliant les Algériens de résister, de demeurer pacifiques, mais de ne pas rester attentistes, de ne pas être passifs. J'ai suggéré par le passé le boycott de tous les produits français qui circulent en Algérie. Et j'ai suggéré une action auprès de l'OTAN. Demander, les Algériens patriotes, qui doivent demander l'abrogation de l'article 6 de l'OTAN. Il y a une question sur la papier en couleur. Réclamez-vous toujours réparation des essais nucléaires dans le désert algérien, dans les armées, dans les années 1960? Nous demandons que la France nettoie les sites de ces essais vers Ergan, Tamanrasset, où la pollution est très grande. Nous souhaitons qu'elle prenne en charge les métaux radioactifs et toute la salade là. Hein? En plus d'avoir suggéré un procès type Nuremberg. Donc le problème de la radioactivité des essais ravageurs nucléaires français en Algérie ne date pas de maintenant, il faut être quand même lucide. Il date depuis 1962, depuis l'indépendance. Donc, aucun État algérien, aucun officiel algérien ne pouvait demander à la France de nettoyer ça. De nettoyer. Est-ce que c'est possible? Fukushima, Tchernobyl, Three Mile Island aux États-Unis, est-ce qu'elles ont été nettoyées? Y a-t-il un pays qui acceptera d'envoyer des équipes spécialisées dans le nettoyage des sites radioactifs en Algérie? Ça, en oubliant de citer le réservoir souterrain de dioxyde de carbone à Insalah. Je le dis. Ah, je l'ai dit, ça fait longtemps, ça. Ok? Est-ce que la France acceptera, est-ce que des Français accepteront de nettoyer les sites radioactifs en Algérie? Il faut rester très, très lucide. Est-ce que l'Algérie peut solliciter
des pays, des sociétés privées, américaines, chinoises, australiennes ou anglaises. Faire le nettoyage et présenter la facture à la France? Non. Je déplore que dans cette interview, je le déplore, le journaliste est libre de poser les questions qu'il veut, est libre dans le choix de ses questions. L'absence de la créance que détient l'Algérie sur la France, d'au moins 4 milliards d'euros, 3 milliards de dollars, 4 milliards, aux alentours de le tout à coup de ça ne doit pas être loin des 4 milliards. 3 milliards d'euros, ça je suis certain. Ok. Il y a un autre. Sur le Mali, le Niger, etc., etc. Tout le monde le reconnaît. La dislocation de la Libye a facilité le transport d'armes dans la bande sahélienne. La dislocation de la Libye, ils viennent de se réveiller. C'est la dislocation de l'Algérie qui est en jeu. La partition de la Libye et sa dislocation, ça y est, ça c'est la vieille histoire. C'est la dislocation de l'Algérie qui est en jeu. Le règlement de la situation sur place, ça n'est pas du Sahel, etc., si on nous avait aidé dans l'application de l'accord d'Alger en 2015 pour la pacification de cette zone, on ne serait pas là. Dans cette crise, etc., la suite des mots, il y a d'autres mots que je vais reprendre. Donc, l'accord d'Alger de 2015, que j'ai traité en long et en large, sans oublier l'accord de 2005, est une connerie, pour rester poli, est une connerie rédactionnelle, est une bêtise rédactionnelle. Si on nous avait aidé, qui? Le on, c'est qui? C'est la France qui est maîtresse, là, dans la zone, là. C'est la France, c'est la France. Donc, ceci confirme les écrits d'un journaliste français qui a dit que Emmanuel Macron a donné des ordres directs au précédent chef d'état-major de l'armée. Il est regrettable que la France, à un certain moment, n'ait pas voulu que l'Algérie exerce son ascendant. Ça, c'est dit clairement. Il est regrettable que la France, à un certain moment, n'ait pas voulu que l'Algérie exerce son ascendant. La France t'interdit de te protéger de l'incendie tout autour de l'Algérie. C'est un Macron de m'ordonner, de m'interdire de protéger ma patrie des incendies qui l'entourent. Je suis beaucoup plus inquiet par le fait que le Sahel s'enfonce dans la misère. Là-bas, la solution est à 80% économique et à 20% sécuritaire. Même si j'adore les chiffres, n'étant ni expert, n'avons sans équipe formée de 2500 professeurs, chercheurs américains ou anglais pour m'aider à estimer les taux. Donc, je m'interdis de dire 80%, 20%, 70%, 30%, 25%, etc. Ça, je m'interdis. Mais je dirais
que la solution est économique, oui. La première, elle passe par et le recouvrement de la souveraineté des ressources naturelles, chose que j'ai défendue dans l'initiative internationale PRINA. Okay? Ça, c'est la souveraineté économique. Maintenant, Macron veut nous fourguer toute la carcasse qu'il a, les sous-marins nucléaires, les avions d'assaut, les véhicules d'occasion, etc. Alors qu'en Algérie sévit une bulle explosive en immobilier. Sur Internet, je vois des logements de F3 à 1,5 milliard. Des logements construits avec l'argent de l'État qui ont été donnés pour certains par piston, par corruption, qui se revendent à 1,5 milliard. Des lots de terrain acquis pour des miettes, pour des clopinettes, sur lesquels qui ont privé l'Algérie de l'agriculture qui pourrait être produite, transformée en château, en villa de princes et de rois, qui se vendent à des milliards de centimes sans aucun impôt. Ça, je l'ai dit. Il y a longtemps, hein. Donc, elle passe par le recouvrement de la souveraineté nationale du Mali, du Niger, du Tchad, de leurs ressources naturelles, et par la non-braderie des nôtres. Les nôtres sont bradés avec cette équipe actuelle-là. Il y a un 20% sécuritaire. 20% sécuritaire. Même s'il est à 1 pour 1 million sécuritaire. Est-ce que les armées de ces pays sont capables d'affronter ce 1 pour 1000 qui relève du sécuritaire? Non, je préfère arrêter ça. Je précise que je mettrai les liens vers ça. Moi, je les ai travaillés. C'est la loi des finances 2022, la loi des finances 2021, la loi des finances 2023. Oui, je mettrai bien sûr, je mettrai en accès libre ces tableaux et ces données. Je les mettrai en accès libre. Hein. C'est-à-dire, il y aura des liens Internet vers des situations, des liens Internet vers ces documents. Si vous voulez les détailler plus, vous téléchargez les documents, vous les téléchargez. Mais je pense essentiellement à mon ami, à un intime, un frère, docteur en mathématiques en Algérie. Lui, il a docteur en mathématiques, qui est actuellement en Algérie, lui, il a la possibilité de faire travailler une équipe de ses étudiants-là. S'il te plaît, essaye de faire travailler sur un peu plus de détails, comme ça, on pourra engager, je pourrais engager cette guerre des chiffres avec le FMI et la Banque mondiale. Il me sera très difficile. Il me sera très, très difficile d'aller sur une guerre avec Macron, contre Macron, le FMI et la Banque mondiale, parce que notre situation avec ces lois des finances est indéfendable. Mais je défendrai ma patrie. Je défendrai ma patrie. Tenons pour revenir à une synthèse rapide autour de l'affaire de l'Qadi Ersan. Pourquoi je dis l'affaire Al-Qadi Ersan? Parce que il ne s'agit point d'une affaire de justice. C'est-à-dire, Qadi Ersan a commis une faute, il est justiciable comme tous les autres, il passe dans un tribunal, il sera jugé et il comprendra sa peine. Il s'agit d'une affaire. Une affaire. Non. Une affaire
Emmanuel Macron et les États-Unis d'Amérique viennent de la secrétariat d'État aux États-Unis des États-Unis d'Amérique vient de la rendre plus complexe. Et il y a une règle en Algérie. Chaque compatriote algérien, toutes les personnes qui ont trahi Hussein Aït Ahmed, voilà, simple, doivent être évitées comme de la peste. Toutes les personnes qui ont trahi Hussein Aït Ahmed doivent être évitées comme de la peste. Maintenant, toutes ces personnes qui ont trahi Hussein Aït Ahmed, dès qu'elles se mêlent de certains sujets, la situation s'aggrave. Parce qu'ils sont nuls. C'est-à-dire, ils n'ont pas une vision là. Ils n'ont pas l'intelligence nécessaire pour aller dans des affaires très complexes, tout en gardant à l'esprit l'avenir de la nation. Premier élément de l'affaire de Qadi Hassan, une pétition circule pour signer. Ceux qui ont signé la pétition pour la liberté immédiate et inconditionnelle de Qadi Hassan, c'est leur choix. Ils ont décidé la liberté. En 2013, j'ai été sollicité pour signer une pétition en faveur de Tamazight, la langue. J'ai refusé. Et en refusant de signer cette pétition, j'ai failli rater un trésor. J'ai failli rater un trésor. Mais pour compenser mon refus de signature de la pétition, j'ai dit carrément non. J'ai présenté les impacts économiques de la langue tamazight à l'Université de Montréal. J'ai écrit une lettre à la présidente de la République pour la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue, etc., etc., etc. Ok. Compensé. Donc, en 2013, Tamazight, dans le cambouis, dans le pétrin, dans la mélasse, dans ce que vous voulez, hein, dans les ordures. En 2023, pas un dinar dans la loi des finances, et c'est le silence, comme on dit, c'est le silence radio. Ok? Tenant, l'affaire Qadi Hassan elle commence à devenir puante. Je le dis et je le répète. Quelle que soit la faute commise par Qadi Hassan, quelles que soient les erreurs commises par Qadi Hassan, Hassan al-Qadi restera mon frère. Ça, c'est le côté. Bon, maintenant, être frère ou ne pas frère, c'est autre chose. Mais la justice doit faire. Je ferai de l'affaire de la détention, de l'incarcération de Qadi Hassan un vecteur pour la libération de tous les détenus politiques. Signer une pétition pour la libération immédiate et inconditionnelle d'une et une seule personne alors qu'il y a, je ne sais pas, des centaines, probablement, je ne connais pas le chiffre, de détenus innocents, même s'ils ont manifesté dans le cadre de ce mouvement dévastateur qui s'appelle le Hirak. La majorité d'entre eux, des manifestants, je mets ma main au feu en disant la majorité d'entre eux à travers les visages que je vois dans les manifestations, qui sont naïfs, innocents, empêtrés dans un pétrin dont ils ne connaissent pas les finissants, les aboutissants, où est-ce que ça va aboutir. Donc, ce que j'appuierai, c'est la libération conditionnelle de Qadi Hassan et de tous les détenus qui seront rejugés libres et innocentés avec un dédommagement.
La libération immédiate. Libération, une libération conditionnelle. Ils doivent être rejugés pour être innocentés et dédommagés financièrement, puisque la justice, à travers la constitution chiffon, qui a constitutionnalisé le Hirak a été constitutionnalisé, non? Donc c'est un mouvement sacré, c'est quasiment un mouvement religieux. À un certain moment, il a été la religion, le deuxième islam en Algérie. Donc, Ihsan et tous les détenus politiques doivent être remis en liberté provisoire. Ils seront remis en liberté provisoire, rejugés pour être innocentés et être dédommagés. Ça, c'est le truc. Ça, c'est le côté pétition. J'ai dit quelque chose là. Hein? En 2013, dans la boue, dans le pétrin. En 2023, pas un dinar dans la lutte de finance, personne, tout le monde est jeté, tout le monde est content. Celui de Moradia dit Zulfilaoul, je sais pas quoi là, qu'est-ce qu'il raconte là? Oh. Aux généraux de l'armée algérienne, à tous les généraux de l'armée algérienne, à tous les officiers subalternes, qui sont patriotes, à ces patriotes, ça y est, la limite est atteinte. La limite d'une explosion de l'Algérie et de sa partition, je dis bien de la partition de l'Algérie, est atteinte. Hein, les limites, nous sommes rentrés dans le processus opérationnel de l'explosion et de la partition de l'Algérie, avec ce que vient de faire Macron. Okay? Et les États-Unis d'Amérique. Donc, il est temps que les patriotes, à l'intérieur de l'armée, disent leur ras-le-bol. Pour la prochaine élection présidentielle, c'est-à-dire celle de la fin de l'été, début automne, c'est l'actuel président, ça fait mal de dire l'actuel président, l'actuel occupant d'El Mouradia doit rester. C'est l'état-major qui doit être renouvelé. Une fois l'état-major renouvelé, là, l'Algérie engagera une élection présidentielle avec une suspension de toutes les clauses limitatives de la compétition à l'élection présidentielle. Ces histoires de citoyenneté, de résidence pendant 5 ans, d'état marital, etc. Hein, de marié ou pas marié, oui, je t'achlik. Nous sommes en 2023. Même non marié, j'ai une femme. Résident ou pas résident, etc., doit résider plus de 5 ans consécutivement en Algérie. Je croyais les problèmes de l'Algérie mieux que certains Algériens. Mieux que pas mal d'Algériens. Quand je dis pas mal d'Algériens, je parle de la conciergerie de Macron, de l'état-major de l'armée, du gourbi de la Banque d'Algérie, là. Je parle de cela. La passion est là. Mais je suis lucide. Hein? Il est hors de question que je laisse Emmanuel Macron faire exploser mon pays sans réagir. Avec tout ce qui se passe en Algérie, je vais passer mon temps à inaugurer des stades. Oh. Chers compatriotes d'Algérie, chers compatriotes, patriotes, algériens, là où vous êtes. C'est la patrie Algérie qui a besoin de nous, où nous soyons, où que nous soyons. Sans le financement, sans la participation
sans l'action des Algériens qui étaient à l'étranger durant la guerre de libération nationale, l'indépendance de l'Algérie en 1962 aurait été peut-être décalée. Les Algériens résidant à l'étranger ont aidé beaucoup. Les révolutionnaires qui étaient dans les maquis, qui étaient dans les montagnes, qui souffraient, etc. Chers compatriotes d'Algérie, le nom de Chérif Aïssed doit être associé à la paix, à la maturité, au développement de l'Algérie, à l'intégrité du territoire. Cette intégrité du territoire qu'a explosé Emmanuel Macron dans le Sud. Et actuellement, en faisant du chantage à certaines figures algériennes. Moi, très peu de figures algériennes établies à Paris, à qui il a ordonné de se taire. Dis bien, Emmanuel Macron et ses services ont ordonné à une voix, de se taire ou de parler une fois tous les 40 du mois et ne dire que des banalités, sinon il risque d'être extradé. Les généraux algériens patriotes, si vous n'arrivez pas à bloquer les généraux, à les chasser, les généraux qui sont en train de nuire à l'Algérie, comment voulez-vous, comment laissez-vous des innocents algériens sortir dans la rue, manifester pour qu'ils se fassent tabasser par des policiers et des gendarmes qui ne comprennent absolument rien à ce qui attend leur pays? Chers compatriotes d'Algérie, ma vie, je l'offre à la femme que j'aime. Mais mon patriotisme, je l'offre à l'Algérie. Maintenant, si mon patriotisme pourrait me coûter la vie, ça m'étonnerait. On va dire, l'amour a un prix. Voilà. Merci à vous.